Me voici à Man, à quelques kilomètres seulement de Forcalquier, dans les Alpes de Haute-Provence, devant le château de Sauvant. Construit au XVIIIe siècle par la famille Forbin, on le surnomme le Petit Trianon de Provence et je vous propose aujourd'hui d'aller le découvrir. Venez, suivez mes pas. Quelle est l'histoire de ce château? Qui l'a occupé au tout début? Au début, c'est la famille des Forbin qui l'ont construit, qui l'ont occupé. Mais c'est un château qui n'a pas été fait comme construction d'habitation, mais un château uniquement pour y venir faire la fête. Ce qui est exceptionnel en Provence. Les Forbin qui vivaient dans la citadelle de Man, le village, ont exproprié les ecclésiastiques qui occupaient le château en leur donnant le couvent des Minimes. Quand je regarde ce château, je suis immédiatement saisie par l'architecture de la bâtisse. J'ai l'impression d'être face à Versailles en miniature. Exactement, vous êtes dans le vrai. C'est vrai? Oui. Mais c'est pas du tout typique de la région provençale, ça. Pas du tout, c'est ce qui fait l'importance de ce château qui est unique en Provence. Là, ces colonnes me rappellent quand même furieusement quelque chose. Oui, le côté Versailles, côté orangerie, Oui. avec ses colonnes et les fenêtres à petits carreaux. Et là, ce fronton aussi typique de l'époque classique. Voilà, qui a été martelé à la Révolution. Et là, ce qui est intéressant, c'est que vous avez la famille des Forbin. Vous avez le père, la mère et la fille. Alors c'est vous, avec le propriétaire des lieux, qui avez restauré entièrement ce château à l'identique, comme au XVIIIe. Quels ont été les défis de restauration, ne serait-ce que pour l'extérieur? Alors l'extérieur, c'est que par contre, les fenêtres étaient en très mauvais état, des vitres cassées. Combien de fenêtres avez-vous restaurées en tout? 21 fenêtres qui étaient murées pour les impôts sur les ouvertures à l'époque du directoire et que M. de Forbin avait fait peindre en trompe-l'œil. Ah oui! Donc vous n'avez pas refait toutes les fenêtres, vous avez laissé certains trompe-l'œil. Il y en a combien comme ça en trompe-l'œil? 3, 4. Et là-bas, ce reste de construction, c'est quoi? C'est l'ancien château qui est du XVe siècle, qui a été détruit en grande partie au début du XVIIIe quand ils ont construit le château. Et ça servait de remise. Et à l'intérieur se trouve encore le four à pain authentique qui est du XVe siècle et qui a une particularité qui lui reste, son chauffe-plat. Face à nous, nous avons l'une des rares façades du château qui n'a pas été retouchée. Elle est en l'état comme au XVIIIe. Exactement, avec les masques vénitiens et les descentes des balcons n'ont pas été sculptées, ça se voit, elles ne sont pas terminées. Tout le reste est authentique du XVIIIe. Après l'extérieur, on passe à l'intérieur. J'ai hâte de découvrir les décors qui sont refaits là encore à l'identique. C'est ouvert? Ouvert. Allez! Dès qu'on pénètre dans le hall d'entrée, on est immédiatement saisi par ces proportions extrêmement impressionnantes. C'est très rare d'avoir ça dans ce genre de château. Exactement, c'est une exception pour un château de province. Et ça, nous le devons au grand architecte de la mer qui a travaillé à Versailles et qui a travaillé avec Mansart. Là, je marche sur une mosaïque qui représente quoi? C'est le blason de la famille? Les blasons des Forbin, qui représentent 3 têtes de léopard et le chevron, parce qu'ils faisaient commerce de peau et de fourrure. Oh, c'est une splendeur ce lustre au-dessus de ma tête. Vénitien, donc du verre de Murano, Murano. qui était là au XVIIIe siècle quand les Forbins y habitaient. Y habiter. Alors les Forbins, justement, ils sont là, juste derrière nous, n'est-ce pas, monsieur et madame? Voilà, ce sont les parents de Madame de Forbin. Et la mère a été préceptrice de Marie-Antoinette. C'est elle qui apprenait le français à Marie-Antoinette. Et c'est grâce à sa mère qu'elles ont grandi ensemble. Et voilà pourquoi elles étaient amies. Mais non seulement elles étaient amies, c'était son sosie. Elles se ressemblaient comme 2 sœurs. Elle se dit, je ressemble à Marie-Antoinette, c'est mon amie. Je vais essayer de la faire évader de la conciergerie. Ah mais vraiment? Oui, et c'est là que Mme Forbin réunit sa fortune, 2000 pièces d'or Louis XVI. Parce que l'or va me permettre de soudoyer les gardiens, ils me laisseront m'approcher de Marie-Antoinette. Et quand je serai près de Marie-Antoinette, dans la conciergerie, je retirerai ma robe, c'est Marie-Antoinette qui mettra ma robe. Et c'est grâce à ma robe, comme on se ressemble, les gardiens vont croire que c'est moi, Mme Forbin, qui repart de la conciergerie, alors que ce sera Marie-Antoinette qui s'évadera. Mais pourquoi ça s'est pas passé alors? Parce que Marie-Antoinette refuse le complot, comme Marie-Antoinette refuse tous les complots pour s'évader, parce qu'emprisonnée près d'elle, dans la conciergerie, elle a ses enfants. Eh oui. Et Marie-Antoinette a toujours refusé de s'évader, elle ne voulait pas quitter ses enfants. Vous imaginez, ça aurait pu changer le cours de l'histoire? Exactement, aujourd'hui nous ne serions pas républicains, nous serions encore royalistes. Cet éventail a une histoire, n'est-ce pas? L'éventail a été retrouvé chez des amis aux propriétaires dans un inventaire d'héritage
Et ils ont ouvert la boîte, ils ont trouvé un petit bout qui dit « Moi, Marie-Antoinette, mon éventail, je l'offre à Madame de Forbin. » Les personnes ont dit « L'éventail est offert à Madame Forbin, eh bien on le laisse au château, on vous le prête et vous l'exposez aux visiteurs. » Là, un autre trésor, un vestige gallo-romain qui a été retrouvé dans la propriété? Il est trouvé dans les terres en dessous de la propriété. Il a été édifié par un soldat romain et au dieu Mars, au dieu de la guerre. Parce que dans la plaine de Man, il y a eu une grande bataille romaine où il y a eu beaucoup de morts et donc ils avaient certainement édifié cet hôtel gallo-romain pour faire les sacrifices pour le seigneur de la guerre. On a les tenues d'époque qui sont exposées aussi ici, là, la tenue de laquais du 18e. Portée au château par les laquais. Ah oui. Avec la chaise à porteur de Mme Forbin, 18e. Mais ici, tous les costumes sont d'époque, même celui qui est en face? Voilà le costume de Mme Forbin. Même les rideaux sont des pièces d'exception. Oui, parce que vous avez là des morceaux de tissu récupérés par les dames de l'association Compagnie des Indes 18e siècle. Oh là là. Et puis toute une statuaire, comme ce Bacchus, quelle est son histoire? Qui est le dieu des vins, qui a été retrouvé lorsque les propriétaires ont débroussaillé les jardins, puisque les jardins n'étaient que broussailles. Et en labourant, ils ont fait la découverte du Bacchus, le dieu des vins. Mais pourquoi il était là? Parce que c'était un lieu de fête, avant tout? Voilà, parce que ce château était... Voilà, on venait festoyer. Oh, et cet escalier, là, derrière nous, est monumental, lui également. Quelle est son histoire? L'escalier, la rampe avait été emportée à la dernière guerre, et les propriétaires l'ont fait refaire à l'identique. Pour le tournage du film qui a eu lieu dans ce château, c'est La Maison assassinée de Pierre Magnan, l'écrivain de Manosque et l'ami de Giono. Parce qu'avant, c'était une rampe en bois. Il y avait une rampe en bois qui était vraiment pas esthétique. Et pour l'escalier qui est assez intéressant et amusant, c'est que la dernière dame de ce château, jeune fille fait caprice, il n'avait rien trouvé de mieux que de monter à cheval dans sa chambre. Attendez, je comprends pas. À cheval? Rentre dans le château à cheval? À cheval, elle rentrait dans le château à cheval et elle montait dans sa chambre à cheval. Et ce sont les fers du cheval qui ont abîmé l'escalier. Ah oui! Oh là là! Les chevaux montent. Très difficile de faire descendre. Ils ont peur du vide. C'est comme ça qu'ils désarçonnent les cavaliers. Alors le cheval, pour repartir à l'écurie, on le menait sur le palier et on mettait un système de poulies et on le descendait à la poulie comme à la mule du pape. C'est fou ce qu'on fait pour un caprice. Voilà, je ne voulais pas vous dire. Et nous voici à présent dans le salon de musique. C'est une pièce qui a connu une véritable métamorphose par rapport au moment où vous l'avez récupérée parce que c'était complètement démoli. C'est la pièce qui a demandé le plus de travaux de restauration, si j'en crois toutes ces photos. Là, c'est vous, là, en train de tout démolir? Voilà, c'est moi qui suis en train de démolir le plancher puisqu'elle avait fait continuer le plancher la mezzanine. Elle, l'ancienne propriétaire? L'ancienne propriétaire, elle avait sa chambre, elle avait son séjour. Les enfants vivaient dans les petits appartements où vivaient les domestiques et on ne s'occupait plus du reste du château qui se dégradait. Mais là, on était au début du XXe siècle, à cette époque-là, voilà. C'est ça? Cette grille a été retrouvée dans les jardins en nettoyant parce que c'était que broussailles et remis à sa place. C'est moi qui l'ai remis à sa place et après j'ai eu l'idée de remettre le salon de musique d'après les dires de la vieille dame, comment pouvait être le château avant qu'elle le détruise. Vous avez mis combien de temps, vous, à restaurer tout le château? Combien d'années? 50 ans. Et pour cette pièce-là? Ça demandait à peu près environ 5-6 ans. Cette cheminée, c'est presque un miracle. C'est en démolissant que vous avez fait apparaître l'ancienne cheminée. Parce que la vieille dame avait construit le potager, ce qui permettait de faire la table de travail pour faire la cuisine. Ah, c'est ça le potager? Voilà, en Provence, c'est le potager. D'accord. C'est pas le jardin. D'accord. Et donc, du coup, qu'est-ce que vous avez découvert exactement? Le canon de cheminée, qui était fermé. Et en cassant la hotte, on a découvert que le conduit continuait. Et c'est là que ça a permis de remettre la cheminée à sa place d'origine. Et grâce à la dame qui a redonné ses instructions, on a pu retrouver les couleurs d'origine de la pièce. Et alors, le tapis est aussi d'origine, lui? Le tapis d'origine, retrouvé dans le grenier en Mosetta, et c'est moi qui l'ai restauré en travaillant 2 heures le matin, 2 heures la nuit, et pendant 1 an. Mais on ne s'invente pas artisan réparateur de... J'ai l'impression que vous allez tout réparer de vos propres mains. Parce que ce sont les dames de l'association du château qui m'ont indiqué comment pratiquer pour le coudre. Quel travail? Combien d'heures de travail en tout? Oh, j'ai jamais compté. Quand on aime, on ne compte pas. Voilà, exactement. C'est le proverbe qui se dit. Et dans la salle à manger, on a vraiment une mise en situation comme au XVIIIe siècle avec cette table dressée et puis cette collection fascinante de faïences. Oui, qui sont de Moustier, Marseille, Allemagne en Provence.
D'accord, toutes du XVIIIe siècle. 18e siècle. Tout est d'origine du château. Il faut bien savoir que la plupart de ces assiettes étaient initialement en 1000 morceaux. Vous avez tout recollé. Une grosse partie a été retrouvée en nettoyant les sous-sols, comme là, le rafraîchissoir que vous avez ici, qui était en plusieurs morceaux. Une coupe à fruits Montpellier 18e, qui est là, est retrouvée en plusieurs morceaux. Et une assiette que vous avez ici, avec les morceaux restaurés. Et là, en face de moi, c'est la cheminée colossale qui a été dessinée par Viollet-le-Duc sur la demande des anciens propriétaires. Et vous avez sur le bord de la cheminée la collection de lampes à huile d'origine du château, 18e et 19e, qu'on mettait sur la table de nuit pour vous éclairer la nuit puisqu'il n'y a pas d'électricité. Et là, cette magnifique console vénitienne du XVIIIe siècle. Qui a été retrouvée en cherchant pendant de nombreuses années à ramener ce qui appartenait au château. Donc elle est revenue grâce aux propriétaires. Tous les meubles de ce château, vous les avez traqués pendant 40 ans? Voilà, en recherchant d'abord les personnes qui les avaient achetés et après faire la transaction, parce que c'était ça le plus difficile. Et la plupart du temps, on vous les donne ou vous devez les racheter? Ah, souvent rachetés. Il y a eu des dons comme ça? Quelques dons dans le château qui ont été faits, oui, par des gens qui avaient acheté, qui ont dit ben non, on préfère que vous le repreniez pour le donner au château, mais on a donné quand même quelque chose en compensation quand même. Nouvelle pièce, le hall de réception, et une fois et encore, un lustre tellement imposant. Qui avait été vendu, et c'est la première pièce que les propriétaires ont retrouvée et l'ont ramenée au château, grâce aux personnes qui ont accepté d'en faire un don. Mais à chaque fois, tout est décoré, peint, le plafond par exemple. Qui a été refait à l'identique parce qu'il avait été badigeonné au 19e siècle à la chaux. La peinture, on peut l'apercevoir là encore, à travers cette toile de Roibès. C'est la mise au tombeau. C'est la mise au tombeau. Et qu'est-ce que ce tableau fait ici? Les propriétaires l'ont racheté parce qu'il avait été vendu. Ils l'ont racheté, ramené au château. Et il a été exposé pendant 1 an au Grand Musée à Marseille de Notre-Dame de la Garde. En parlant peinture, le marquis de Forbin était lui-même le directeur du musée du Louvre, c'est ça? Exactement. Et il peignait. Là, on a une première de ses toiles. On en a une autre juste ici. Et celle-là, elle est datée et signée par lui. Et Auguste Forbin, c'est écrit ici, c'est lui qui est à l'origine de l'entrée au Louvre de 2 pièces majeures, la Vénus de Milo et le radeau de la Méduse de Géricault. Autre pièce remarquable, ce tableau au-dessus de ma tête. C'est Paolo et Francesca de Rumini. D'accord, et on en trouve là. La suite au musée d'Orsay à Paris. Dans le grand salon, on change l'atmosphère, principalement en raison des couleurs choisies. Pour faire plaisir à Marie-Antoinette, pour l'honorer, si elle était venue au château. Pourquoi c'était ces couleurs? C'était ses couleurs préférées, ainsi que les soieries au décor chinois, puisque au XVIIIe, on avait fait la découverte de la Chine. Et en France, au XVIIIe, on était en pleine chinoiserie, dont les propriétaires, celles d'origine étant en Mosetta, les ont fait refaire par les soyeux de Lyon. Et là, on a une cheminée typiquement provençale, parce que elle est en noyer, et ils ont sculpté sur les angles les chardons en train de sécher, et sur le devant, les rameaux d'olivier. Dans cette pièce, la particularité, ce sont ces 2 alcôves. Qui ont été découvertes parce qu'elles avaient été burées par une cloison et personne ne savait qu'elles existaient. Et c'est en cherchant le trésor qui a été caché dans le château que les propriétaires ont cassé la cloison en croyant trouver le trésor, mais il n'y avait pas de trésor, c'était les niches. Ouais, c'est déjà un trésor en soi. Voilà. Mais ça, on n'a jamais trouvé de trésor ici? Pas des pièces d'or quelque part? Madame Forbin, pour faire évader Marie-Antoinette, avait réuni sa fortune, 2000 pièces d'or. Et comme Marie-Antoinette a refusé le complot, elle les a cachées en château avant de partir en Suisse, pour éviter de monter à l'échafaud. Mais si ça se trouve, il est caché là-bas, ce trésor. On peut pas donner un petit coup de pioche là-dedans et... Pourquoi pas? Il n'y a qu'à essayer. Ah, il me dit pourquoi pas en plus? Non, là, j'aurais trop peur d'abîmer. Je préfère laisser le trésor là où il est caché, peut-être. Ici, nous avons un service à café offert pas par n'importe qui. Par Napoléon Bonaparte, puisqu'un fils était capitaine des armées de Bonaparte. Un fils Forbin, vous voulez dire? Voilà, un fils Forbin. On a l'impression d'être dans un musée ici. Je peux pas croire un instant qu'il y ait des gens qui y habitent. Vraiment, vous y habitez? C'est habité, la preuve, elle est là. Ah Vous avez vos alcools ici? Voilà. Oh là là. Mais vous installez à n'importe quel endroit, dans n'importe quelle pièce, pour prendre un verre, pour discuter, pour dormir. Vous avez vos chambres à l'étage? À l'étage. Eh bien, ça tombe bien, parce qu'à l'étage, justement, je vous propose d'y aller. Alors, ce grand escalier, moi, je l'emprunte, Jean-Claude, à pied, pas à cheval. Il est déjà assez usé comme ça.
Et là, je monte en admirant une tapisserie du XVe siècle. 15e, exact, qui représente Henri IV qui reçoit des offrandes. Autre pièce magnifiquement restaurée, cette bibliothèque dont on voit les vestiges au fond, hein, Jean-Claude. Ce sont les livres d'origine également? Non, c'est les livres qui ont été ramenés de famille. D'accord. Et la bibliothèque, c'est marrant, on dirait qu'il lui manque des ailes sur le côté, non? Parce qu'il pleuvait dans tout le premier étage et on n'a pas pu sauver les retours du meuble. Et ce billard, il est magnifique, tout boisé avec des sculptures dorées. D'origine du château. Oh, et c'est là où arrive Pour recevoir les boules à billard, vous avez le même au château de Fontainebleau. Et ce papier peint? Eh bien, ils ont été refaits par une entreprise de Lyon, à l'identique d'après les morceaux retrouvés en faisant les travaux. Donc la pièce est reconstituée comme elle pouvait être au XVIIIe. Voici un meuble plutôt ingénieux, ce qu'on appelle la table de Tronchin. C'est un médecin qui l'a créé. Et comment s'en sert-on de cette table? Elle se règle en fonction des personnes qui l'utilisaient, qui ne pouvaient pas rester assises ou pliées. Alors elle se règle en fonction de la hauteur de la personne. C'est à l'origine des tables d'architectes actuels, en fait. Ce qui a donné naissance à la table d'architecte. Autre pièce très singulière, la chapelle. Comment se fait-il qu'il y ait une chapelle dans un château? Parce que l'oncle de M. de Forbin était cardinal et c'était le grand aumônier de Louis XIV. C'est lui qui le confessait. Ah, d'accord. On en verra son portrait. Et dans la famille, il y a eu beaucoup d'ecclésiastiques. Alors normalement, ils allaient à la messe au village, mais lorsqu'ils ne voulaient pas aller à la messe, eh bien, ils donnaient la messe ici, dans la chapelle. Donc là, dans cette vitrine, on a toutes sortes d'objets liturgiques, n'est-ce pas? Oui. En argent massif? En argent massif, dont ils sont classés, et il y a les mêmes au Louvre, et ils servaient à donner la messe au Forbin quand ils faisaient la messe. Et là, on a une toile incroyable aussi. Alors ça, c'est Saint-Bruno, qui est peint par Mignard. Il y a le même dans le musée Calvé à Avignon. Il est inventorié et classé. C'est vraiment le musée dans le musée chez vous, Voilà. hein, dans cette chapelle en tous les cas. Et ce Christ en croix, d'où vient-il? Alors le Christ en croix a une particularité, il est 18e, mais ce qui est très très rare, il a une particularité, la tête est articulée. Et pourquoi? Parce que c'est un Christ de procession, et quand on le sortait, qu'il y avait les grandes processions, s'il y avait beaucoup de monde, on lui mettait la tête très droite pour qu'il les voie très loin, et quand il n'en avait pas beaucoup, ben on lui penchait pour qu'il les voie de plus près. C'est très rare ça. C'est une pièce de grand musée ça encore. Au premier étage, ce qui est très particulier, c'est cette galerie gigantesque, longue de 45 mètres. Oui, 45 mètres qui mesurent la longueur du château. Il y a toutes sortes de portraits dans cette galerie, notamment de Louis XIV, que je reconnais, et d'un cardinal. Et le cardinal était le grand aumônier de Louis XIV, c'est lui qui le confessait, dont il connaissait tous les secrets du roi, que même l'épouse, Madame Maintenon, ne connaissait pas. Et Louis XIV était présent au mariage? Et Louis XIV était présent au mariage de M. de Forbin grâce à l'oncle, et grâce à l'oncle, il a signé l'acte de mariage À Versailles. à Versailles. Et là, nous avons le cheval qui montait le grand escalier de la Capricieuse. Et nous voici dans les appartements de Monsieur et Madame de Forbin. Ici, à ma gauche, la chambre de la marquise de Forbin. Et à ma droite, la chambre du marquis de Forbin. Alors je jalouse son lit, là, c'est un lit à baldaquin avec des soieries fascinantes. Les rideaux sont les soieries du château de Versailles, à la Grenade, car la Grenade était une grande mode sous Louis XIV. Et le couvre-pied de M. de Forbin en soie naturelle, en parfait état, Louis XIV. Un papier peint, lui, qui date de quelle époque? De l'époque du château, 18e. Et les deux chambres s'ouvrent sur le jardin. Comme à Versailles, la chambre du roi et la chambre de la reine. Et parmi les objets précieux, nous avons La croix de procession qui a participé à une exposition au musée de Notre-Dame de la Garde à Marseille. Et elle a une particularité, chose rare, c'est que derrière, elle a la Vierge et l'Enfant. Dans le musée sacré, il n'y en a que 3 de croix comme ça. Je la prends. Elle est classée inventoriée. Ça me dérange pas, je la prends. Mais ça n'en finit plus, nous allons de pièce en tout. Ici, nous avons 1600 mètres carrés habitables. Exact. Et là, nous sommes dans la chambre. de Mirabeau, où quelquefois il a fait halte quand il allait sur Digne, Gap, Grenoble. Il dormait dans cette chambre quand il faisait halte. Et même, il en a oublié ses pantoufles. Ce sont les pantoufles de Mirabeau, là, que j'ai entre mes mains. Voilà, il les a oubliées et elles sont restées dans ce château. Et nous voici dans les latrines avec ce qu'on appelait la chaise d'aisance. On pouvait à la fois, clac, s'asseoir et faire ses petites affaires en relevant l'assise, n'est-ce pas? Bravo. On est au 18e, partout ici. Partout. Le bidet. Le bidet. Et là, juste derrière moi,
Une serviette du château, 18e, c'est ce qui nous le prouve, c'est ces franges, ce qui est rare, on ne les fait plus. Et la boule en bronze pour mettre l'éponge, les dames pour se laver quand elles allaient au bidet. Ah là là, et aux toilettes. Moi j'ai boulé un peu d'encens dedans, mais... Vous détournez les objets du 18e d'une façon originale. Je l'ai purifié. Alors là, le décor est un petit peu moins soigné, Jean-Claude. Et c'est normal, parce que là, on a une pièce dans son jus, comme quand vous l'avez racheté en 1981. Toutes les pièces étaient comme ça, délabrées, le plafond éventré, le mur plus ou moins déchiqueté, en tous les cas, les papiers peints arrachés. Et les pièces cloisonnées. Et les pièces, effectivement, cloisonnées. Quel travail de tout remettre en état. Et c'est quand on a cassé les cloisons qu'on a retrouvé les papiers peints. Ah, il y a plusieurs couches. Voilà, avec les iris 1900, avec du vert directoire et les bleus 18e qui permettront encore de les faire refaire. Mais toutes les pièces étaient comme ça, avec des plafonds complètement éventrés. Et c'était la moins abîmée de tout le château. Ah bon? Voilà pourquoi elle a été gardée en archive pour montrer au public comment était le château en 81. Et le sol, on a l'impression qu'il est un peu en pente. Et le sol a bougé par le tremblement de terre de 1909 qui détruit Rognes et Lambesc. Ah oui, et donc ça s'est affaissé complètement. Et beaucoup de sols ont été remis à niveau. Et nous voici à présent dans les jardins du château. Un jardin à la française, un jardin classé remarquable qui calque presque le jardin qui existait au XVIIIe siècle, c'est ça? Exact, qui a été fait d'après l'architecte des bâtiments de France. Et là, qu'est-ce que vous avez en main? Les plans d'origine du XVIIIe, malheureusement modifiés par l'architecte à cause de l'entretien actuel qui est très coûteux. Ils ont simplifié. Donc là, on reconnaît bien les deux parcelles, en effet. Alors, il y a du vert, on a les pelouses, effectivement, les dessins. Et puis là, je vois toutes sortes de plantations de part et d'autre. Qu'est-ce que c'est? Alors, vous avez des ifs qui seront taillés pour faire des modèles, comme on le fait aujourd'hui dans le jardin à Versailles. Oui. Et les tilleuls qui ont été plantés pour se promener dans quelques années quand ils auront poussé à l'ombre. Et à l'époque, on avait les mêmes variétés ou d'autres? Les tilleuls étaient les mêmes variétés, ça n'a pas été changé, sauf les ifs à cause de la maladie des buis qu'on ne peut pas replanter. Et quels sont les prochains travaux là pour ces jardins à prévoir? Les bosquets qui sont à refaire et la restauration du bassin qui était le bassin où on élevait les poissons pour manger. Mais il y a beaucoup de volatiles, j'ai remarqué, notamment des pans merveilleux. Oui, alors ça, les pans ont été remis autour du château parce que les Forbins, c'est eux qui les ont ramenés des Indes et les ont mis autour du château. Et il y a des courriers dans les archives où il y a des nobles qui ont venu festoyer, qui ont vu les pans, demandent à M. de Forbin de ramener des pans pour les mettre chez eux en France. Mais alors ce château, qu'est-ce qui va devenir? Vous allez y rester ad vitam aeternam ou vous avez envie de le transmettre? Voilà, on voudrait le transmettre parce que l'âge étant très avancé, n'ayant pas de famille et pas d'héritier, on aurait voulu que le département le récupère pour le garder musée et ouvert au public, meublé. Mais malheureusement, pour notre époque, le département aujourd'hui ne s'intéresse pas du tout à ce château. Vous voudriez que ça reste dans le patrimoine collectif? Collectif, voilà. Ce qui aurait été merveilleux pour ce château. Parce que c'est le seul château en Provence qui est unique et qui est le plus beau château de toute la Provence. Les autres châteaux sont beaux, il ne faut pas dénigrer, mais n'auront jamais la qualité de celui-là. Un, par son architecture qui est exceptionnelle en Provence, et de deux, cet environnement qui est exceptionnel pour un château. En tous les cas, quand on vous regarde, il y a une durée de vie extraordinaire quand on habite ici. C'est gentil, c'est gentil. Peut-être, comme dit notre médecin, que c'est le travail qui nous conserve. Voilà, c'est ce qui est dit. Si vous souhaitez à votre tour visiter le château de Sauvant, sachez qu'il est ouvert de mars à novembre, tous les jours, sauf le lundi, avec une seule visite quotidienne à 15h30. Durée de la visite 2 heures, prix de l'entrée 12,50 €, mais elle est à 5 € pour les moins de 15 ans. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site du château, châteaudesauvant.com.